Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de freelancing et de freelancing en 2021. Alors, j'ai pas préparé de slide, je suis pas un très bon élève, sur ce point-là, mais s'il y a besoin de plus de ressources, bien sûr, j'enverrai tout à Graven pour qu'il puisse le mettre, directement sur, la chaîne YouTube et sur les autres endroits où on peut trouver ces vidéos. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer, du moins selon moi, en 2021 pour les freelances? Ben, on l'a vu cette année qui est une année assez compliquée d'un point de vue économique, hein, je vais pas vous refaire, l'histoire. On a, beaucoup de, secteurs qui sont en difficulté, donc forcément, ça veut dire que toute la force de travail se réorganise pour pouvoir, être efficace ailleurs et donc, pour moi, ça va impacter fortement le marché. Bien sûr, c'est pas un marché qui va complètement s'éteindre, ça, il y a pas de doute là-dessus. Il y a énormément de développeurs qui sont passés, en full time, en remote, pardon. Donc voilà, c'est pas un marché qui va s'écraser, qui va s'arrêter, loin de là. Mais moi, personnellement, je pense que c'est un marché qui va devenir un peu plus compétitif. On l'a bien vu aussi et on le voit et moi je le vois à travers le contenu que je produis sur YouTube, qu'il y a de plus en plus de développeurs qui sont intéressés par le freelancing. Alors, moi, je tiens, à mettre un petit disclaimer, à aucun moment je veux dissuader certains d'entre vous de faire du freelancing. Je veux juste que quand vous vous lanciez, vous sachiez à quoi vous attendre. C'est-à-dire que le freelancing, tout le monde peut le faire finalement, mais on va voir ensemble que c'est pas forcément pour tout le monde. Donc moi, aujourd'hui, je vais parler de 3 piliers essentiels pour moi en 2021, sur le freelance. Premièrement, on va avoir le pilier technique. Forcément, quand on se lance en freelance et moi, mon audience, il y a beaucoup de jeunes développeurs, ils ont envie de se lancer tout de suite et c'est pas forcément une bonne solution. Pour moi, en tant que freelance, on doit avoir un socle de compétences qui est vraiment solide. On peut pas se permettre de se lancer en freelance, d'avoir aucune autonomie, de demander de l'aide tout le temps à nos clients ou aux développeurs qui travaillent chez nos clients. Parce que, quand tu es freelance, finalement, tu agis comme un prestataire de service et on attend de toi que tu délivres, que tu apportes de la valeur. Donc concrètement, attention quand vous vous lancez, il y a pas forcément besoin d'un nombre d'années d'expérience, loin de là d'ailleurs, il y a des freelances qui sont très jeunes et ça marche très bien pour eux, mais attention, il faut avoir une certaine autonomie technique, parce que, c'est ce qu'on va attendre de toi en tant que freelance. Je te donne un exemple, si, tu es, développeur, peu importe que tu sois junior ou pas et que tu es hyper à l'aise en front-end et te lancer en tant que freelance front-end, posera aucun souci, du moins sur la partie technique. Maintenant, si tu viens de te lancer, tu viens de faire une formation accélérée ou tu sors d'école, que tu as encore un peu de mal, forcément, ce sera pas le plus intéressant ou du moins tu vas te rajouter, des contraintes qui vont être que, tu vas galérer à délivrer et en tant que freelance, ce qu'on attend de toi, c'est vraiment que tu apportes de la valeur le plus vite possible. Il y a aussi la question de, est-ce que en tant que freelance, on doit rester généraliste ou se spécialiser? Alors ça, il y a autant de réponses que de développeurs, j'ai envie de dire. Moi, je penche plutôt pour la spécialisation, même si ça prend du temps, parce que ça te permet d'être efficace, d'être ultra efficace sur un domaine particulier. Si tu es développeur sur une niche en particulier, ça peut être extrêmement intéressant, d'être freelance parce que tu vas pouvoir faire monter tes tarifs. Je te donne un exemple de spécialisation, ça peut être du React, ça peut être, je sais pas moi, du PHP, du .NET. Dans ces technos-là qui sont assez vastes, tu peux te spécialiser dans une techno particulière ou ça peut même être, un domaine particulier. Tu peux être spécialisé, par exemple, dans la finance. Moi, quand je faisais du .NET, je travaillais beaucoup dans des grandes banques d'investissement parce que, c'est des technos qui sont beaucoup utilisés dans des grosses entreprises et du coup, à chaque fois qu'on me reproposait une mission, à l'époque, j'étais pas freelance, j'étais en SS2I, forcément, on allait me pousser vers de la finance parce que sur mon CV, sur mon parcours, j'avais eu un long parcours côté finance. Donc voilà, tu pas obligé d'avoir, énormément d'expérience, mais il faut une autonomie technique, pour que ça puisse te permettre, d'avancer sereinement. Parce que tu verras que en tant que freelance, au-delà de la technique et de délivrer, tu vas avoir quelques autres contraintes, on va dire,
même si ça te génère quelques libertés supplémentaires. Donc moi, je suis plutôt pour me spécialiser. Mais si tu es un bon généraliste, ça peut le faire aussi. Un profil généraliste, admettons que tu sois un profil full stack, tu vas pouvoir accompagner par exemple des petits clients. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment en termes potentiellement de chiffre d'affaires ou de budget alloué, tu vas pouvoir accompagner des clients par exemple sur toute la stack. Ça peut être aussi un axe. Disons qu'il faut trouver les compétences qui t'intéressent, te perfectionner dessus pour pouvoir mieux les vendre. Une autre spécialisation que tu pourras avoir, et là encore une fois c'est un exemple, hein, je ne vais pas faire la liste exhaustive, je sais pas moi, en ce moment par exemple on a beaucoup de commerçants qui ont besoin de créer des boutiques en ligne. Peut-être que si tu es spécialisé Shopify, ça peut être une niche particulière qui nécessite un certain socle de compétences techniques autour de cette techno-là, qui peut se vendre plutôt bien en ce moment. Voilà, il faut vraiment tirer parti de la conjoncture actuelle. Il faut faire attention au marché local, bien sûr, ça peut être aussi assez intéressant. Et il faut forger ses compétences de manière à avoir une efficacité qui augmente. Ça, c'est le premier pilier selon moi. On va passer au deuxième pilier, et celui-là, on en parle un peu moins, et pourtant, pour moi, aujourd'hui, il est hyper important, c'est le personal branding. Donc, créer une marque personnelle. Alors, qu'est-ce qu'une marque personnelle? Une marque personnelle, ça va être une identité de marque associée à ton nom. Moi, clairement, ma marque, c'est Captain Dev. Elle n'est pas directement associée à mon nom, mais depuis quelques mois, depuis plus d'1 an maintenant, tout mon entourage, j'ai énormément de personnes dans mon entourage qui m'appellent Captain. Même des gens qui ne font pas du dev. C'est là où ça devient intéressant. Donc, pourquoi une marque, elle est importante? Parce que, en fait, elle va te servir de publicité ambulante. Aujourd'hui, pour créer sa marque personnelle en tant que développeur, il y a énormément de manières. On va parler de 2 axes qui sont importants, qui sont plutôt, je vais pas dire faciles parce que rien n'est jamais facile dans la vie, mais qui peuvent être accessibles. Premièrement, il va y avoir le réseau professionnel que tu vas avoir sur les plateformes sociales. Alors, dans les exemples que j'aime donner, j'utilise souvent LinkedIn parce que LinkedIn, qu'on le veuille ou non, c'est plus simplement un site d'emploi, mais c'est devenu une vraie plateforme de contenu. Si tu fais attention, il y a un feed, tu vas pouvoir voir les posts partagés par tes contacts ou potentiellement les contacts de tes contacts. Donc, il y a vraiment une dimension de réseau social qui est bien plus importante aujourd'hui que la partie recherche d'emploi. Il va y avoir Twitter. J'ai remarqué, moi, qu'il y avait beaucoup de développeurs sur Twitter et que Twitter se prête bien aussi à échanger des ressources, interagir avec d'autres développeurs. Et dernièrement, dans ton réseau professionnel, tu vas aussi avoir tes anciens collègues, tes anciens camarades de classe. Et ça, il faut surtout pas sous-estimer la force de ce réseau. Je te donne un exemple. Moi, j'ai trouvé une mission freelance pour le mois de janvier et je l'ai trouvé dans mon réseau professionnel, donc via des anciens collègues. Et c'est hyper important parce que ça m'a évité de publier partout sur les réseaux que j'étais dispo, de passer 50 000 entretiens. Et en plus de ça, la force de ce truc, c'est que ça me permet de travailler avec des gens que je connais déjà. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, pour tes collègues, prendre des nouvelles de temps en temps, ça peut être utile au-delà de... Alors, c'est pas simplement... je te demande pas d'être complètement sans cœur et de t'intéresser à eux seulement parce que tu as besoin d'une mission, mais prendre des nouvelles de tes collègues, savoir où ils en sont, ça te permet aussi de voir comment évolue le marché. Ça peut être déjà un premier pas. On a tous des gens avec qui on a apprécié de bosser, avec qui on n'a pas pris le temps de renouer contact. Ça peut être intéressant de voir où ils en sont, comment ils ont avancé. Deuxième chose, Twitter. Twitter, finalement, c'est une plateforme qui peut être intéressante parce que tu peux accéder très rapidement à des développeurs qui ont beaucoup d'audience. Tu peux accéder à des gens influents de ta communauté et souvent, tu serais étonné à quel point les gens sont open à échanger sur de la technique. Et donc ça, il faut en tirer parti et ça peut se faire de manière très simple. Si tu n'as pas de quoi publier au départ, tu peux commencer par répondre à des posts qui t'intéressent sur les sujets qui t'intéressent. Ça va te donner une petite visibilité.
Alors bien sûr, c'est un travail, de long terme. Je te demande pas d'aller faire, 50 000 réponses par jour sur Twitter et d'espérer qu'au bout de 2 jours, ben, on te propose 15 000 missions. C'est vraiment un travail de longue haleine où tu peux prendre le temps de faire un ou 2 posts par jour. Donc si tu as pas envie de poster peut-être des réponses à des posts ou interagir avec d'autres développeurs et tu finiras par, te rendre compte que, ben, tu vas finir par suivre un groupe de développeurs et souvent c'est le groupe, qui est influent dans ta communauté. On a tous comme ça, des noms de développeurs en tête, selon, certaines communautés. Je suis sûr que si vous posez 2 secondes, vous réfléchissez un peu, et que je vous donne, par exemple une techno que vous utilisez, vous êtes capable de me donner soit un développeur qui travaille dans la team, dans la team de développement, par exemple de React ou de n'importe quel autre framework, soit un développeur français, par exemple, ou francophone influent dans la communauté, ou soit un créateur de contenu même. On a tous comme ça des noms qui reviennent en tête. Ça peut être un premier pas pour interagir. On va passer à LinkedIn. Alors LinkedIn, qu'on le veuille ou non, ça reste une plateforme de contenu et c'est là où on peut aussi en tirer parti. Si on veut se donner de la visibilité sur LinkedIn aujourd'hui, on peut commencer par faire des posts. Et ben, il faut bien être conscient que créer un post sur LinkedIn, c'est pas forcément, tout savoir sur tout. Tu peux aussi juste expliquer ce que tu as appris, comment tu as résolu les problèmes que tu as rencontrés et demander juste l'avis de la communauté, toujours en utilisant les bons hashtags, c'est hyper important. D'ailleurs, ils sont importants aussi sur Twitter. Ça permet de donner de la visibilité à ton post. LinkedIn, c'est une plateforme qui est encore très intéressante parce que la majorité des posts que tu vas publier seront vus par, les, personnes qui te suivent. Ça, c'est la grosse différence avec les plateformes comme Instagram et Facebook, où finalement, tu vas voir une très, petite partie du contenu qui est publié, parce que l'algorithme se charge de faire le tri pour essayer d'optimiser le temps de session de chaque utilisateur. Petit tips aussi, qui est très peu utilisé, admettons que tu veuilles te donner de la visibilité sur LinkedIn, n'hésite pas à faire une story. Oui, les stories, ça vient de Snapchat à la base, puis d'Instagram et compagnie. Il y en a un peu partout. Ça a été très critiqué sur LinkedIn, mais aujourd'hui, si tu ouvres LinkedIn sur mobile, tu verras que très peu de gens font des stories. Donc, si tu en fais une, tu passes devant tout le monde. Libre à toi après, et après, c'est ton job aussi d'avoir un discours cohérent avec ce que tu as envie de faire par la suite. Mais tu peux voilà, faire une story LinkedIn ou créer un post LinkedIn ou encore interagir avec d'autres posts. Ça, c'est la partie, réseaux sociaux qui est hyper importante et qui te permet de développer ta visibilité. Bien sûr, en développant ta visibilité, ça va faire, croître ta marque personnelle. On passe, au deuxième aspect qui lui est un peu plus, compliqué, mais qui est pas impossible, c'est la création de contenu. Alors là, oui, je vous vois venir, on n'est pas tous obligés de faire des vidéos sur YouTube, parce que, bah, c'est quelque chose qui demande du temps. C'est quelque chose qui demande un certain engagement parce que, bah, il y a besoin d'avoir des compétences en vidéo, il y a besoin de savoir monter, savoir se servir, bah, là, par exemple, d'une caméra, être à l'aise en vidéo et juste, tout simplement avoir envie de faire des vidéos. Donc les vidéos, c'est un format qui est intéressant, on le voit bien avec YouTube, qui permet, bah, d'expliquer énormément de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas à l'aise en vidéo? Bah, tout simplement, créer un blog. Et le blog, c'est quelque chose que beaucoup de développeurs, selon moi, surtout ceux qui veulent se donner de la visibilité, pourraient faire. Je suis pas en train de dire devraient, hein, je dis bien pourraient faire, parce que un blog, tu peux écrire, bah, comme ça, quand tu veux, où tu veux, au chaud dans ton salon et tu peux, écrire encore une fois sur ce que tu expérimentes, sur ton parcours. Tu es pas forcément obligé, d'essayer d'apprendre tout à tout le monde. Si tu as des connaissances techniques, tant mieux et là, tu peux les partager, mais tu peux aussi partager, ben, tout ton parcours, le chemin et en fait, tu te rendras compte parfois que le chemin est vachement plus intéressant que l'arrivée. Si je fais un article: «OK, j'ai une mission en janvier, 2021», il y a très, très peu d'intérêt. Maintenant, si je crée un article, expliquant comment j'ai fait pour, décrocher une mission en 2021, là, l'intérêt, il est beaucoup plus intéressant parce que je vais te décrire tout le cheminement, tout ce qui s'est passé, toutes les erreurs que j'ai faites et bah, tout ce que j'ai fait pour essayer de corriger ces erreurs. Donc le blog, c'est un aspect qui est assez facile, si on n'a pas envie de se mettre devant une caméra.
C'est un truc qui est facilement partageable. Bien sûr, les blogs, sont un peu en perte de vitesse par rapport à la vidéo, comparé à il y a 10 ans, mais clairement, c'est un bon moyen de sauter dans la création de contenu. On va donc les vidéos, j'en ai parlé brièvement, mais pour moi, c'est le sujet un peu le plus avancé qui demande énormément de temps. Une alternative qui est à mi-chemin, entre guillemets, entre les vidéos et le blog, ça va être les podcasts. Donc créer un podcast, audio, ça peut être une manière hyper intéressante de créer du contenu. Bien sûr, en termes de découvrabilité, on va dire, un podcast, c'est plus compliqué aujourd'hui parce que il y a très peu de plateformes qui te mettent vraiment en avant. Les algorithmes sont moins avancés que ce qu'on va avoir, par exemple, sur YouTube. Mais, si tu crées du contenu, tu peux toujours te baser sur le réseau que tu as commencé à créer sur les plateformes comme LinkedIn ou Twitter pour partager ce contenu et faire en sorte qu'un maximum de développeurs partagent ce que tu as créé. Donc aujourd'hui, si tu as envie de commencer à créer du contenu, tu peux te poser la question. Je commence sur un blog, c'est le truc le plus entre guillemets simple à faire. En 3 clics, tu vas installer un WordPress ou un Ghost et tu es prêt à écrire, tu es prêt à pousser du contenu. Tu peux aussi faire un podcast. Là, tu vas avoir une application comme Anchor qui te permet de créer ton podcast vraiment en 2-3 clics depuis n'importe quel appareil. Et si tu as un peu plus de motivation, un peu plus de temps à allouer, tu peux partir sur la vidéo, mais il faut être à l'aise. Dans tous les cas, ce qui est hyper important pour le branding, c'est d'avoir un positionnement clair. Souvent, quand tu te fais coacher en tant qu'entrepreneur, on va te sortir une phrase type qui est: «J'aide les XXX à faire YY grâce à ZZZ». Ça, c'est une phrase qui revient souvent. Alors, il y a des marketeurs qui détestent cette phrase, mais cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle permet d'expliquer un positionnement ultra clair en une seule phrase. Souvent, tu le vois dans mes intros YouTube, je m'appelle Emmanuel de Captain Dev. Et en gros, si je devais associer cette phrase à ce que je fais dans ma chaîne aujourd'hui, c'est: j'aide les développeurs juniors à progresser dans leur carrière euh, grâce à des conseils, en vidéo. Voilà, c'est un positionnement qui est assez clair. Et ce positionnement-là, il peut être orienté à la fois au travers de ton contenu, il peut être orienté au travers des technos que tu utilises, ou il peut être orienté au travers des problématiques dans lesquelles tu accompagnes tes clients. Donc voilà, ce positionnement, il est hyper important parce que c'est ce qui va faire que dans la tête des gens, ta marque personnelle, donc ton nom, prénom, soit associé à un domaine en particulier. Et c'est ça en fait le branding. Aujourd'hui, je te parle de soda, tu vas penser Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Orangina. Je te parle de voiture, tu vas peut-être penser Renault, Peugeot, Ferrari, Lamborghini. C'est un branding qui est fort parce que le nom de la marque fait directement penser à un objet. On va avoir le même effet, par exemple, quand je dis passe-moi un Kleenex, le Kleenex, en fait, c'est une marque, c'est pas l'objet. Donc, quand tu as la marque qui remplace l'objet, là, c'est que tu as une marque qui est hyper forte. Alors, on peut pas forcément aller aussi loin en tant que développeur freelance, mais si tu prends un peu de recul et que tu comprends l'idée, tu vas te rendre compte que le but, c'est vraiment d'être associé à un domaine en particulier, à une niche en particulier, à un savoir-faire en particulier, quand on entend notre nom. Aujourd'hui, si on fait référence, par exemple, à ce que nous disait Lior dans son talk précédent, sur les personnes à suivre côté testing craftsmanship, il a cité Michael Azerad, il a cité Artisan Développeur avec Benoît Gantôme, Robert C. Martin. Ces personnes-là, elles ont une marque forte autour de la qualité logicielle. Il faut que tu te poses la question demain pourquoi tu veux être reconnu. Donc ça, c'est le branding. Hyper important, très sous-estimé. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, en fait, aujourd'hui, avec les plateformes actuelles, si tu ne fais pas attention à ton branding, ton message va arriver derrière. Il arrivera après ceux qui font attention. Tu peux être un expert aujourd'hui. Alors, tu vas avoir ton réseau qui te suit, qui te connaît. Mais pour tout le reste, en fait, tu ne seras pas visible parce que ceux qui ont décidé de faire, entre guillemets, «du bruit», avant toi passeront avant.
Donc voilà, essaie un peu de prendre du recul et de réfléchir à ton branding en tant que freelance. Et le dernier pilier, il me reste 8 minutes si je ne m'abuse. Le dernier pilier, ça va être le consulting. Il y a un truc qu'on oublie souvent en tant que freelance, c'est qu'on est des consultants. Et le métier de consultant, c'est pas un métier facile. Pourquoi? Parce que il faut que tu apprennes à travailler avec un client. C'est un truc tout bête, mais euh, es-tu capable de... Est-ce que tu sais par exemple que tu ne peux pas dire non à ton client? Il te demande un truc à faire, tu peux pas lui dire non. Il faut que ton client, tu l'amènes à comprendre pourquoi c'est pas possible et pourquoi c'est pas dans son intérêt. Il y a tout un tas de détails de communication que tu ne peux pas utiliser directement quand tu es consultant vs quand tu es salarié. Tu as vraiment une position de conseil. Donc là, tu vas devoir faire comprendre à ton client que pour son intérêt, il ne faut pas aller vers telle ou telle solution. Et ça, ça s'apprend et ça vient avec l'expérience. Forcément, au départ, ça peut être un peu compliqué au départ, puis ça va dépendre aussi du tempérament entre guillemets de ton client. Mais il y a tout un tas de compétences, dont ce qu'on appelle les soft skills. C'est toutes les compétences non techniques. Donc ça va être autour de la communication, de ton savoir-faire, de ton positionnement à l'intérieur de la structure du client, qui vont être hyper importantes. Donc vraiment, il faut que tu gardes en tête qu'en tant que freelance, tu es avant tout un consultant. Et donc, il va falloir être professionnel, c'est-à-dire que quand tu sais par exemple que tu vas avoir des délais qui vont dépasser, préviens ton client au maximum à l'avance. Essaye d'aplanir le terrain pour lui faire comprendre pourquoi on en arrive là. Il va falloir être un très bon communicant. Au-delà d'être professionnel, tu as énormément de choses en fait à apprendre sur le terrain, bien sûr, et ça tu l'apprends aussi quand tu es en SS2I parce que tu as cette position-là de consultant et ton client te laissera pas toujours faire ce que tu veux comme tu le veux. Donc il y a toujours un rapport de force qui peut être en ta faveur si la valeur perçue par rapport à ton profil depuis les yeux de ton client est suffisante. Très très mauvais signe quand tu as un client qui te dit que tu lui coûtes cher. Là, c'est très très mauvais signe. C'est quelque chose qui peut poser problème. Et quand ça arrive, il faut que tu te poses la question, est-ce que ça fait encore sens de bosser avec une personne qui te dit à longueur de journée que tu coûtes trop cher? Quand on arrive à ce genre de situation-là, ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce que si on estime que tu es trop cher, ton travail sera jamais assez bien. Tu feras jamais assez d'heures. Donc voilà, ça c'est vraiment un positionnement qu'il faut avoir. Et ce positionnement de consultant, finalement, il va aussi se baser sur les 2 premiers piliers dont on en parlait, à savoir tes compétences techniques. Si on te considère comme un expert technique, forcément, on va pas remettre en question ton tarif. Si tu as une marque forte et qu'on dit, ok, moi j'ai un tel qui bosse avec moi, forcément, on va pas remettre en cause ton positionnement de consultant. Donc voilà, c'est vraiment des concepts qui sont importants à prendre en compte. Bien sûr, ça vient pas instantané. Et la dernière idée avec laquelle j'aimerais te laisser aujourd'hui, qui n'est pas forcément un des piliers, mais qui se base sur tout ça, il faut qu'en tant que freelance, tu te considères comme un business à part entière. Donc, moi, j'aime bien penser que en tant que freelance, en fait, je suis une entreprise qui a ses objectifs comme n'importe quelle entreprise, mais qui a un seul salarié. Plutôt que se dire, OK, je suis freelance, je suis libre, moi, je me considère comme employé de ma propre société. Et pourquoi c'est important ce positionnement-là? Parce que le but premier d'une société, c'est de faire de l'argent, parce que pour continuer d'exister et pour pouvoir en vivre, elle est censée faire de l'argent. Il n'y a rien de vénal à ça, c'est juste, c'est juste comme ça que fonctionne le marché. Et maintenant, au-delà de l'argent qu'on peut gagner, qui peut intéresser plus ou moins chaque personne, il faut que tu te concentres sur la valeur que tu peux apporter à tes clients. Cette valeur-là, plus elle est élevée, et plus elle est élevée aux yeux de ton client, plus tu pourras facturer, plus tu pourras vivre sereinement du freelancing, et plus tu pourras accéder potentiellement à des projets intéressants, à des clients intéressants. Donc, tu peux te baser vraiment sur ces 3 piliers, les compétences techniques, la marque personnelle et la position de consultant pour faire augmenter la valeur de ton profil.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il nous reste 3 minutes. N'hésitez pas. Alors, hop. Alors, un instant, j'avais pas vu à l'écran. Alors, question de Jumpy, mais du coup, tu définis... Pardon, je te laisse répondre du coup aux questions, je te les affiche juste ici. Ouais, ça marche super, merci. Alors, question de Jumpy, mais du coup, tu définis comment t'es pris en fonction de ton travail. Alors, pour les prix, il y a plusieurs axes possibles. Ça va dépendre déjà si on est en projet en régie. Donc, en régie, je vais vendre un tarif journalier et je vais vendre un nombre de jours pendant lequel je vais travailler avec ce client. Donc, par exemple, je te donne un exemple, hein, c'est pas des chiffres réels. Je vais vendre un tarif de 500 € jour pour 30 jours de travail. Ça, tu vas le convenir d'avance. Et en fait, quand tu vas travailler, si le projet a du retard, le client devra rajouter des jours. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement où souvent tu vas aller au sein de l'équipe. Si tu es au forfait, tu vas vendre un projet en avance. Vendre un projet en avance, ça veut dire le client va exprimer son besoin et tu vas lui dire, OK, moi j'ai besoin de tant de jours de dev, et tu vas lui donner un tarif global pour tout le projet. Maintenant, il y a plusieurs axes. Déjà, il faut partir de la moyenne du marché. Si la moyenne pour ton profil, c'est 300 € par jour, tu peux pas arriver comme ça en disant « Ok, moi j'en vaux 600 ». Là, on va te demander d'expliquer. Donc, on va en revenir à par quelle expérience supplémentaire par rapport à la moyenne tu peux justifier le fait que tu sois 2 fois plus cher. Donc voilà, c'est quelque chose il faut d'abord se baser sur le marché, il faut être réaliste vis-à-vis du marché, et après, tu as une marge de manœuvre selon ce que tu es capable de faire. L'autre axe, c'est de facturer à la valeur. Alors, facturer à la valeur, c'est un peu plus compliqué, ça demande beaucoup plus de skills de négociation, parce que en fait, il va falloir être en mesure d'estimer la valeur qui va être générée par le projet que tu vas développer. Et ça, c'est très très dur, surtout si ton client ou ton prospect ne lâche pas toutes les informations. Donc ça, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée aux États-Unis, c'est un peu moins populaire en France, mais admettons que tu développes un projet pour un client qui va lui générer 10 000 € de revenus, tu vas pas demander la même contrepartie qu'un projet qui va lui générer 100 000 € de revenus. Donc voilà, ça, je n'aurai pas le temps malheureusement de rentrer dans les détails, ça demande beaucoup de compétences en négociation. Mais la première base pour le tarif, c'est déjà de regarder pour ton marché local, si tu bosses avec des boîtes en local, quelle est la moyenne pour ton profil et de te situer par rapport à ça. Et après, pour faire augmenter ton tarif, il faut mettre en avant des compétences supplémentaires potentiellement que les gens n'ont pas ou des expériences supplémentaires que les gens n'ont pas. J'en parlais tout à l'heure, j'ai bossé dans la banque. Aujourd'hui, à profil égal, un profil qui n'a jamais bossé dans la banque vs un profil qui a bossé dans la banque, en banque, il pourra peut-être demander plus. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'on a d'autres questions? En tant que junior, peut-on se mettre en auto-entrepreneur et faire des petites missions en fonction de nos compétences? Oui, alors oui, effectivement, l'auto-entreprise, c'est pour démarrer, c'est hyper intéressant parce que il y a très peu de paperasse, il y a très peu de charges. C'est totalement possible, mais il faut quand même comprendre qu'une fois que tu deviens prestataire, peu importe ton statut, tu as une responsabilité. Et ta responsabilité, elle est de délivrer ce que tu as promis, parce que si tu n'arrives pas à tenir les objectifs, ce qui va en prendre un coup, c'est ta réputation. Et la réputation, finalement, de ta marque personnelle, elle est hyper importante et elle peut être ternie par un mauvais travail. Donc, tant que tu es capable de délivrer, fais-le, pourquoi pas, et c'est super si tu arrives à en vivre juste derrière. Tu t'es lancé en freelance directement à la sortie de ton école ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait en tout, j'avais plus de 10 ans d'expérience quand je me suis lancé. J'avais fait 6-7 ans en SS2I, donc finalement, le métier de consultant, je le connaissais très bien. Donc, non, je me suis pas lancé directement. Et finalement, moi, j'ai pris le chemin, entre guillemets, je vais pas dire le plus facile, c'était un chemin qui était long, et c'était quelque chose qui m'intéressait pas avant. Mais j'imagine que la question suivante, ce serait, est-ce qu'il est possible de se lancer directement? Je pense que oui, dans le sens où si tu es
si tu es autonome, comme je disais, sur la partie tech, tu peux te lancer en freelance. Bien sûr, tu vas apprendre des trucs, il va falloir que tu apprennes à gérer ta boîte. Si tu commences en autre entreprise, la fiscalité est ultra simple, tu n'as pas besoin de comptable. Si tu dépasses le plafond, bah là, tu prends un comptable. Et de toute façon, après, avec les différents statuts juridiques, tu as moyen de jongler pour pas finalement perdre tant d'argent que ça. C'est un peu un mythe, hein, le mythe de je passe le plafond, je vais payer plus cher en impôts. Mais oui, mais tu vas aussi déduire pas mal de choses en charge. Donc le statut pour moi est un faux problème. Il ne faut pas s'inquiéter d'être imposé sur de l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Et concrètement, non, je me suis pas lancé directement à la sortie de l'école. C'est possible, mais je le conseille seulement pour ceux qui sont ultra à l'aise techniquement.